Avant de commencer, quelques mots à propos de ce podcast. Ce podcast est possible grâce à ses contributeurs et animateurs, mais aussi aux sociétés qui le sponsorisent. Sérénité qui vous accompagne pour concevoir, industrialiser ou automatiser vos plateformes. Écrivez à contact@serenité.fr. Et Datatask d'Affinitech, la plateforme pour accélérer vos data lakes et data labs. Venez nous voir sur datatask.io. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Big Data Hebdo. Le Big Data Hebdo, c'est le podcast francophone de la data et de l'IA. On décortique pour vous toutes les semaines toute l'actualité de la data et de l'IA. Salut Paul, comment ça va ? Salut Vincent, ça va, fraîchement là, dans ce début décembre, mais c'est bien, on a l'impression de dérouler le calendrier de l'avant des news de l'intelligence artificielle. Là, on a repris un rythme où tous les jours on a des nouveautés, donc on va pouvoir en décortiquer quelques-unes ensemble aujourd'hui. C'est vrai. Et dis-moi Paul, pour rappeler à nos auditeurs, qu'est-ce que tu fais, qui es-tu ? Alors je suis... ça a juste changé au 1er décembre, alors attends, il faut que je me souvienne. Maintenant je suis solution architecte, mais toujours dans l'équipe intelligence artificielle chez Avanade. C'est un changement de titre qui ne change pas fondamentalement ton quotidien, j'ai l'impression. Oui, je baigne toujours dans les frameworks type LangChain, dans les bases vectorielles et puis c'est tout cet univers bien sympa des LLM. D'ailleurs, on reparlera un tout petit peu justement de ces frameworks de LangChain, puisque tu as sorti le mot, et puisque tu as eu la semaine dernière à nouveau le plaisir de faire ou hier déjà, c'était le deuxième épisode hier aussi, de parler de LangChain, et notamment avec Pierre, un de nos auditeurs. Et j'ai avec moi Jérôme. Salut Jérôme, comment ça va ? Salut, bien. Moi je suis pas trop dans le hype des LLM en ce moment. Plutôt à fond sur tous les systèmes de stockage, les systèmes de traitement un peu. Et puis accessoirement sur le passé de la data, en ce moment c'est le machin qui me taraude un peu. Alors je ne veux pas forcément toujours en parler parce que c'est pas forcément ce qui intéresse le plus de monde, mais il y a des trucs assez marrants. Pour retourner dans les années 70 et voir à peu près ce que nos parents ont vécu. C'est toujours intéressant, et c'est toujours intéressant de se projeter sur ce qu'on faisait avec le peu de moyens avec lequel on faisait, puisque la profusion de moyens est toujours un truc qui, chez nous, dont on se rend même plus compte, pour le coup. Et tu es toujours chez Zinea. Je suis toujours chez Zinea, oui. Toujours responsable de la connectivité, et effectivement je jongle entre DBT et DB2 pour ZOS, ce qui est le grand écart. C'est le grand écart quand même, tout ça. Ah ouais, bon. Et donc pour ma part, je suis Vincent Huchling et je suis le cofondateur de ce podcast et aussi de sociétés qui sont Affinitech et Datatask, et notre métier dans ces deux sociétés, c'est de construire des plateformes data et de fournir du logiciel pour animer ces plateformes data. Et j'ai aussi le plaisir, effectivement, dans les projets, de baigner dans ce merveilleux monde de la data, aussi bien qu'il s'agisse de choses plus data engineering ou analytics engineering comme DBT, que des choses un peu plus nouvelles comme les LLM. Et c'est tous les jours assez marrant. On va parler de l'actualité, mais on va commencer par je ne vais pas dire une actualité chaude, mais la semaine dernière s'est tenue la conférence annuelle, Reinvent d'AWS. Donc c'est une semaine de conférence, je crois, à peu de choses près, à Las Vegas. Et ils ont évidemment annoncé plein de choses. Il y a au centre des annonces, il y a bien évidemment Amazon Q, qui est leur LLM intégré dans la console AWS qui permet de faire plein de choses. On reviendra tout de suite après là-dessus. Mais il y a aussi beaucoup d'autres annonces sur la partie
les parties compute où toujours de plus en plus AWS pousse les instances à base ARM. Aujourd'hui, on a des tonnes de choses et notamment, ils ont aussi... donc, on en est à Graviton 4. C'est donc tous les noms d'instances qui se terminent par un G. Vous pouvez avoir du R8G. Et vous pouvez maintenant aller jusqu'à 96 corps qui sont disponibles sur la plus grosse des instances. Et puis sinon, justement dans ce domaine d'activité du LLM, du machine learning et autres, ils ont fait 2 processeurs qui sont l'un dédié pour le training, qui s'appelle Trainium, et pour l'inférence, Inferentia. Et donc avec des instances qui sont des TRN2. Et ils ont aussi annoncé, dans cette partie CPU, la possibilité de faire d'utiliser du NVIDIA et ils ont fait intervenir aussi le CEO d'Anthropic. On vous avait parlé du rapprochement d'Amazon avec Anthropic sur scène. Donc voilà, des choses assez intéressantes. Si on revient sur des choses plus basiques, entre guillemets, qui concernent peut-être plus de gens qui utilisent AWS, vous avez souvent, quand vous êtes chez AWS, vous utilisez votre S3 pour faire le data lake. Et c'est une solution qui peut devenir un peu coûteuse si on utilise donc le S3 classique standard qui, lui, est sur plusieurs AZ et qui, parfois, le fait d'être sur plusieurs availability zones peut amener à des performances un petit peu dégradées de par un peu de latence. Et donc, pour ces usages de traitement de données où la donnée n'a pas besoin d'être durable, Amazon sort S3 Express One Zone, qui est une classe de stockage moins chère, 50% moins chère que du S3 standard, mais qui est juste dans une availability zone, et donc avec un niveau de performance qui va être bien meilleur. On nous parle là de temps d'accès de l'ordre de la milliseconde. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment changer la manière de laquelle vous allez pouvoir utiliser S3 pour faire votre data lake et pour pouvoir backer des traitements avec ce stockage. L'une des autres grosses annonces que moi j'ai vues, c'est l'aspect 0 ETL. Alors le 0 ETL, c'est de dire, vous avez de la donnée qui est dans du MySQL, vous avez de la donnée qui est dans du DynamoDB, vous n'avez pas de process à créer pour pouvoir rendre cette donnée disponible dans Redshift pour faire de l'analytique, par exemple. Donc il va y avoir des ponts qui vont être faits entre plein de produits différents, et donc ça veut dire que vous allez pouvoir pointer depuis et synchroniser votre Redshift avec le DynamoDB sans devoir construire un process pour faire ça. Donc ça, c'est quand même quelque chose de super intéressant là-dessus. Alors, je ne sais pas si vous, dans d'autres domaines, c'est des choses que vous voyez, l'allègement de ces processus d'ETL dans vos environnements, si c'est quelque chose que vous avez vu. J'allais te dire justement que ça me fait penser un peu à Synapse Link côté Azure qui a cette capacité à faire le lien par exemple entre une Cosmos DB et après un environnement Synapse où on va anciennement SQL Data Warehouse, on pourra faire de l'analytique et oui ça me semble être vraiment une tendance et qui va on sait que les fournisseurs de cloud savent qu'ils ont une profusion d'outils, ils savent que ils ne le disent pas forcément, mais la grosse difficulté, c'est quand on fait la tuyauterie entre les outils. C'est clair. Et donc le fait qu'ils puissent simplifier cette partie-là, c'est un gain pour tout le monde. Typiquement, peut-être les sociétés de conseil qui n'auront plus la prestation de construire le tuyau. L'autre jour, on parlait de DLT, dont c'est l'un des buts, c'est de faire du point-à-point entre différents environnements pour faire converger de la donnée. Et clairement, ils disent, maintenant, même si on a Redshift, Dynamo qui sont concernés par ça, AWS dit, bientôt, vous pourrez aller chercher des trucs à l'extérieur d'AWS avec cette techno 0 ETL. Donc, c'est un truc pas mal, moi, je trouve, c'est plutôt bien. On revient sur les processeurs Graviton,
Graviton qui sont aussi disponibles pour faire tourner du Redshift. Donc si vous voulez faire du Redshift serverless, vous allez pouvoir le faire tourner sur du Graviton, et donc la nature vous remerciera, et aussi votre banquier, puisque la facture devrait être grandement allégée. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de Redshift, il y a Redshift Serverless AI Optimization, donc comme le nom l'indique, visiblement, et on y reviendra parce qu'on va évidemment parler un peu d'Amazon Q après, vous avez dans Redshift la possibilité d'avoir un peu de AI qui vous permettent d'optimiser, de vous dire quand est-ce qu'il faut scaler, quand est-ce qu'il faut warmer un pool de nodes, des choses comme ça. Donc c'est pas mal foutu. Le peu que j'en ai vu comme retour, ça a l'air d'être assez bien conçu. On va pas tout passer par le détail, sinon on va y passer 4 jours. Hein. Mais juste peut-être un mot sur la liste des vecteurs de DB, enfin en tout cas des exactement, des stockages c'est ça dont DBX. j'allais parler, évidemment. Ouais. C'est évidemment, vous savez qu'Amazon Bedrock, donc sur Amazon Bedrock, pour faire tourner les modèles, vous avez capacité à avoir à peu près tout ce que vous avez disponible sur Hugging Face, qui a déjà été préloadé dans les environnements Bedrock, donc c'est quand même vachement bien. Ils ont un outillage autour de Bedrock qui s'est aussi amélioré, et aussi, quand on parle de LLM, les vector embeddings sont jamais très loin, et donc Amazon parle un petit peu des possibilités qu'ils proposent en vector embeddings. Alors pour l'instant, je trouve pas ça foufou comme possibilité. Néanmoins, ils disent de toute façon, vous pouvez faire du Aurora Postgre SQL, et dedans ajouter le plugin vector dans Aurora PostgreSQL. Bon, c'est pas en soi, il n'y a pas encore exactement une vraie vector DB qui est dedans, mais ils disent vous pouvez aussi utiliser OpenSearch, vous pouvez aussi utiliser DocumentDB, dont tout le monde sait que DocumentDB c'est un simili MongoDB Document Store. Bon, voilà, c'est pas, je trouve pas ce chef leur proposition autour de l'aspect vector DB qui soit complètement démentiel, quoi. Tu vois, pour une fois, moi, je suis pas si, je suis pas déçu par rapport à ce qui est proposé. Je trouve que c'est assez exhaustif sur les usages qu'on peut en faire, parce qu'il y a donc le Postgre incontournable avec PG Vector. Moi, je suis assez fan de cette extension, et la version 0.5.1 a ajouté la capacité d'avoir des index assez optimisés, donc c'est plutôt pas mal. Et tu vois, pardon Paul, je rebondis là-dessus, par rapport à des vecteurs DB, on va pas faire le débat qu'on devrait avoir un jour ou l'autre, time series ou database avec extension, mais est-ce que pour toi, justement, PG Vector est une bonne option qui est pas trop limitative par rapport à des vrais vecteurs DB ? Alors la seule petite limite que je lui trouve, c'est au niveau du search, parce qu'on a des fonctions de similarité qui sont implémentées, donc de type cosine similarity, distance euclidienne. Il manque en fait une stratégie d'hybrid search, mais en fait elle se recode assez facilement, et je pense qu'on fera un LinkedIn live là, avec la communauté IA là-dessus. Elle se recode en fait en profitant des capacités, alors TS query, enfin c'est des fonctions natives de PG sur de la recherche textuelle, sur de la recherche words, qui en gros en fait reprennent la racine des mots pour pouvoir faciliter la recherche. Donc on arrive assez bien finalement à faire l'hybrid search, c'est je fais de la recherche de vecteurs, je fais de la recherche de mots-clés, et je croise les deux résultats avec une stratégie un peu évoluée derrière de ce qu'on appelle de re-ranking. Et ça peut offrir pas mal d'opportunités d'optimiser des scénarios de RAG, d'aller chercher de l'information dans les documents. Et j'attends juste, mais je pense que ça viendra dans PG Vector, le fait d'avoir de manière native des fonctions d'hybrid search, mais c'est la petite limite que j'y vois aujourd'hui, qu'on contourne donc en recodant manuellement. Mais ce que je trouve vraiment bien, je vois quand même une certaine complétude chez AWS, parce qu'on a donc du PG qui est pratique, moi je trouve, dès qu'on veut avoir de la métadonnée de manière tabulaire à côté de ces vecteurs.
On a une approche document qui peut être aussi très, parce qu'on se retrouve vite finalement par les LLM à générer des outputs en JSON. On a MemoryDB for Redis, ça c'est pas mal aussi dès qu'on commence à travailler sur la mémoire de la conversation d'un chatbot avec du LLM pour aller vite rechercher des historiques de conversation. Et Amazon Neptune qui est une base graph, et il y a des logiques similaires entre la gestion des graphes et des vecteurs, donc qui fait que ça peut être aussi intéressant. Je trouve qu'il couvre pour moi vraiment l'éventail de tout ce qu'on peut faire comme usage avec des vecteurs. Donc, et puis il ne faut pas oublier que des standards comme Pinecone sont disponibles aussi en back-end AWS. Donc on a quelque chose qui tient la route. Bon, écoute, je te suis alors sur cet avis, je te suis. Mais sinon, effectivement, si on veut en terminer avec ce sujet des IA lors de cette conférence Reinvent d'Amazon, c'est évidemment Amazon Q qui est arrivé, Amazon Q est le set d'IA global autour de l'environnement AWS. Alors ça va même un peu plus loin que ça, puisqu'ils sont capables avec Amazon Q d'aller se connecter à plein de choses à l'extérieur, à ton environnement Google pour aller chercher dans ton Google Drive, dans ton Gmail, aller chercher dans Slack, aller chercher aussi dans Office 365, c'est là c'est intéressant, et de construire avec ça des agents pour pouvoir aller faire du travail de workflow. Et ils y expliquent par exemple, une des choses c'était comment est-ce qu'on fait des tickets automatiquement à partir d'issue dans GitHub ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Et il donnait aussi un exemple dans la conf qui a présenté Amazon Q sur de la migration de Java, je sais plus, d'une vieille version de Java vers l'une des dernières versions, et que Amazon Q avait fait tout le travail de migration du code existant vers le nouveau. Alors c'est à prendre avec des pincettes, hein, on est bien d'accord, hein, faut pas être toute personne qui a travaillé là-dessus se dit qu'à un moment donné c'est peut-être 2 jours pour faire la migration et peut-être 50 jours derrière pour débugger, hein. Donc moi je suis toujours d'avis d'être un peu calme sur ce genre de truc là. Néanmoins c'est quelque chose qui permet quand même à nouveau, et je ne sais plus qui a repris cette analogie que j'avais déjà utilisée par le passé, qui est de dire c'est finalement un très bon assistant, un très bon stagiaire qui va te débroussailler une bonne partie du boulot et te permettre d'accélérer sur pas mal de sujets. Alors tout ça, c'est pas gratuit puisque Amazon Q, c'est quand même $20 par mois par utilisateur. Donc ça va à nouveau être un peu comme les abonnements de network pour regarder des films. Tu peux les empiler, ça finit par faire un peu cher à la fin du mois si tu dépenses 20 balles pour chaque provider en termes d'intelligence artificielle, ça va finir par faire beaucoup. Mais finalement, on est dans la même tranche de prix pour cet outillage que celui qu'on a sur Copilot et sur je me souviens plus de l'incarnation googléenne de la chose. Je crois que c'est Duet. Ouais, c'est Duet. Qui sont à peu près sur les mêmes prix. Donc écoute, moi je trouve que c'était des annonces. Et si vous voulez aller plus loin en podcast sur le sujet, on ne peut que vous recommander d'écouter Sébastien Stormack, qui fait le merveilleux podcast AWS en français, et qui là, pour le coup, au lieu d'en faire un par semaine, en a fait un par jour pendant toute la période de Reinvent. Et donc, tous les jours, ils ont décortiqué les annonces du jour là-dessus. Ayant eu un peu de temps pour écouter des podcasts la semaine dernière, à la suite de cette folle semaine, j'ai pu écouter tout ça et c'était super intéressant. Bravo Seb pour ton podcast. Qu'est-ce que ça vous amène tout ça, messieurs? Je pense, voilà, on va parler d'aller d'un autre acteur des grands du cloud. On va enchaîner après avec GCP, Google GCP. Je pense que là, ils sont tous en train de sortir l'artillerie lourde. On vous fera un épisode. Je pense que tout le monde a mis du temps à réagir. On a actuellement fêté les 1 an de OpenAI.
on sait à peu près, il y a 1 an que ça a été créé. On a l'impression que c'est beaucoup plus que ça, mais ce n'est qu'il y a 1 an que ChatGPT est arrivé. Et on peut dire que ça a botté le cul, pardonnez-moi pour l'expression, de toute l'industrie autour de ces sujets. Et on voit que tout le monde sort effectivement, comme tu le dis, l'artillerie lourde. Et c'est une très bonne transition vers le fait de parler de Gemini, qui a été annoncé ces jours-ci par Google, qui sera disponible en 2024, oui, je crois, Gemini. Pour 2024. Alors on savait que Satya Nadella aimait le cricket, on ne sait pas s'il aimera Gemini, mais c'est les premières démos qui sont sorties. Alors je vais juste peut-être quand même refaire un peu la vue des outils chez Google, parce qu'on n'en a pas tant que ça parlé dans ce podcast. Ouais, c'est vrai. Si on reprend un peu les 3 termes, on a Palm, donc qui est un peu l'équivalent de GPT, donc qui est le LLM, en version 2 actuellement. On a Bard, qui est le chat, donc l'équivalent de ChatGPT, basé sur Palm 2. Et donc on a un nouveau moteur qui est Gemini et qui arrive donc en version 1.0, qui avait été annoncé à la Google I.O. de mai 2023, si je me souviens bien. Et qui n'était pas sorti dans la foulée. C'était d'ailleurs un peu, on voyait encore ces derniers jours là des articles qui se demandaient un peu quand est-ce que la sortie allait véritablement se faire. Donc on a eu cette semaine des démos en vidéo, et qui sont, il faut bien se l'avouer, comme assez bluffantes, avec toutes les pincettes qu'on peut mettre autour de démos faites en vidéo, sachant qu'il y a toujours un petit peu de montage, en particulier sur l'accélération des réponses que peut faire l'agent qui répond. Pour vous raconter rapidement la démo, comme on est en podcast audio, voilà, on ne peut pas vous la diffuser là, mais vous pourrez la retrouver assez facilement. On a une personne on est sur du multimodal, c'est ça qui est important de comprendre. On a une personne qui dessine ou qui fait des manipulations avec des petits objets, avec un moment et un planisphère, ou qui dessine sur du papier. Et puis on a une conversation qui se fait avec Gemini. Donc Gemini en fait comprend donc fait du speech to text et text to speech après pour reformuler la réponse, a une version vision. Alors moi, qui est peut-être la chose qui m'intrigue le plus, parce que est-ce qu'il est vraiment sur des captures de frames avec une fréquence peut-être, je sais pas, d'une frame à la seconde ou des choses comme ça, mais ça a l'air d'être quand même, l'aspect dynamique, la compréhension de la dynamique dans la vidéo était assez impressionnante. C'est peut-être l'aspect qui me paraissait le plus novateur. Et puis bien sûr après il y a la notion de langage, qu'on connaît bien maintenant, des modèles qui s'expriment en différentes langues, avec la capacité de comprendre une conversation sur la durée. Donc on est sur quelque chose qui semble vraiment très puissant, avec, alors d'un point de vue après plus concret, 3 versions qui sont annoncées. Donc la version Pro, la version Ultra, qui sera donc la version Pro sera disponible, je crois, le 13 décembre en API pour les développeurs. La version Ultra, c'est celle qui est dans la vidéo et qui est sans doute la plus puissante, mais aussi la plus lourde après à l'usage. Et la version Nano, qui, elle, peut venir quand même assez bouleverser le marché aussi sur un aspect qui n'était peut-être pas le point fort pour l'instant des modèles existants, c'est le fait de tourner sur des devices de type smartphone. Et tout à fait. Ici, le Google Pixel 8 pour cette version Nano, c'est ça la cible hardware de la chose, donc c'est quand même très petit finalement. Et je complète par rapport à ce que tu dis, c'est qu'effectivement la Pro, elle est gratuite a priori, utilisable gratuitement, et elle est déjà disponible dans 170 pays, mais pas encore en France a priori. Donc, c'est quand même, on verra ce que ça donne. Moi j'ai lu alors c'est marrant parce qu'ils disent on surpasse ChatGPT 4 sur tous les tableaux, sur tout. Ok, bon, et après il y a un tableau qui donne les scores. Bon, effectivement c'est 77,8% versus 77,2%. Ouais, bon, gars, faut quand même avoir le triomphe modeste de temps en temps, quoi. C'est
Bon, ok, donc c'est quand même, c'est pas une domination écrasante, même si effectivement il y a une supériorité, et notamment ce que met en avant Gemini, c'est quand même le fait d'avoir quelque chose de multimodal de facto, là où ChatGPT l'est beaucoup moins, quoi. Donc ça, c'est clairement... moi, je voudrais bien voir ça. Effectivement, tu soulignais l'aspect vidéo qui doit être assez bluffant quand même, de pouvoir comprendre la vidéo, pas comme une succession d'images sur la vidéo, mais comme le fait de voir quelque chose qui se passe, quoi. Donc de comprendre l'histoire qui est racontée, quoi. Donc ça doit être quand même quelque chose de... On n'a pas pour les derniers petits détails techniques, on n'a pas d'informations exactes sur les datasets d'entraînement. On sait par contre qu'il y a une couche de reinforcement learning with human feedback, donc qui est un peu le standard de la première modération, on va dire, d'un modèle de langage pour réussir à contrôler ce qu'il peut dire. Ouais. Donc, on n'a pas fini d'avoir des trucs à raconter sur ces sujets-là. Donc, ceux qui trouvaient qu'effectivement on parlait beaucoup trop de LLM, on est désolé. Ça va continuer à nous occuper un petit peu parce que c'est pas prévu que ça ne s'arrête. Tu as, Paul... revenons un peu dans le quotidien du métier, sortons des annonces et revenons un peu dans le quotidien du métier. On parle souvent de contexte, du fait de, justement, quand on utilise CLLM, de faire un contexte où on empile plein de choses. Et tu as un petit truc là-dessus. Oui, parce qu'en 2023, c'était pas que l'inflation des prix dans la consommation, c'était aussi l'inflation des contextes de LLM. Je vous rappelle qu'on était quand même autour de à peu près 4K il y a un an, et là on a Claude 2.1 qui est à 200K, GPT-4 qui passe à 128K. On a des contextes qui sont assez inimaginables dans des usages courants, à part sauf si vous avez une documentation technique de 500 pages et que vous voulez en permanence l'injecter dans votre discussion avec un LLM, ce qui n'aurait peut-être pas forcément de sens non plus. Mais en tout cas, on publie ici dans les show notes un très bon article de Marie-Alice Blett, qui est à la R&D chez Worldline, qui donne pas mal de conférences aussi, toujours très intéressantes, et qui a décortiqué l'aspect véritablement, quels sont les bons cas d'usage de ces grands contextes, et est-ce que ils sont efficaces ou pas. Alors, elle reprend en fait les différents contextes, cas d'usage d'un contexte long. Alors le premier, ça serait de mettre des instructions elles-mêmes très très longues, et on se rend très vite compte que si on met des milliers de tokens en instruction, on s'y perd complètement, et en particulier en termes de reproductibilité, de maintenance. C'est déjà compliqué de maintenir du code qu'on peut tester. Vous imaginez que si vous avez des milliers de lignes d'instructions en langage naturel, ça devient absolument ingérable. Donc finalement, profiter des grands contextes pour les instructions, c'est peut-être pas une bonne idée. Pour y passer après un document long, ça peut être aussi délicat, parce qu'en fait finalement on a des problèmes de récupération de l'information. Alors elle cite des études, des chiffres donnés par Yann Lequin qui montrent qu'en fait, de manière assez exponentielle, on perd l'efficacité dans le traitement de documents longs, et que finalement le scénario qui s'en sort presque le mieux, c'est le Q&A, d'aller donc poser des questions sur la base d'informations qu'on aurait mises dans le contexte. Et il y a une étude qui a été faite sur la capacité, dans un long contexte, d'aller retrouver une information vraie parmi des flots de choses qui ne sont pas. Et il y a deux tableaux qui sont donnés qui sont très intéressants. On compare GPT-4 128K et Claude 2.1, donc à 200K. Le but, c'est dans une grande quantité d'informations, un long contexte qui peut aller justement jusqu'à nos 200K, d'aller retrouver la phrase qui est correcte. Et on voit qu'en fait, Claude 2 se perd assez vite finalement, dès à peu près autour de 20-24K, commence à avoir des pertes en fait de cette phrase. GPT-4 lui sera
à peu près robuste complètement robuste jusqu'à 64K et s'en sort à peu près jusqu'à 100K. Mais c'est quelque chose qui est intéressant d'avoir en tête. Donc la performance d'un LLM sur ces grandes fenêtres, elle est vraiment à tester. Et le problème de ce test, c'est que ça coûte quand même relativement cher parce qu'on paye à la tranche de 1K, c'est généralement quand on appelle ces modèles. Donc ils sont très importants en fait ces benchmarks-là, plus que les fameux MMLU où tout le monde se positionne, là, comme tu le disais là pour Gemini, mais des tests où on va véritablement regarder la robustesse d'un contexte, c'est quelque chose de vraiment important quand vous allez choisir derrière vos modèles. Ouais, et effectivement, c'est quand même un truc un petit peu on est actuellement sur un projet où on fait du RAG, et ça laisse perplexe à voir effectivement comment est-ce qu'on ratisse super large quand on fait le RAG pour injecter plein de choses. Est-ce qu'on gagne en performance ou est-ce qu'effectivement on arrive à une dégradation de tout ça? C'est quand même un truc pas forcément hyper simple à percevoir. Tu auras vraiment deux leviers, hein, c'est le R ou le G du RAG, hein, c'est soit améliorer le retrieval, et c'est l'une des pistes, c'est l'hybrid search que j'évoquais tout à l'heure, et qui te permet d'être plus restrictif sur ce que tu redonnes après en contexte de réponse. Et sinon après c'est la génération, mais effectivement là si tu mets beaucoup de choses dans la partie génération, il faut être sûr derrière que le texte généré corresponde bien à ce qui est attendu. Ce qui est toujours plus compliqué avec un contexte quand même plus grand. Je vais faire un rapide retour sur la news d'avant. Entre-temps, j'ai vu une pop-up arriver sur mon mailer avec une news qui vient de TechCrunch qui dit Google's best Gemini demo was faked. Alors j'ai pas lu l'article, on vous laissera le soin de le lire. Je pense qu'effectivement il va amener à quelques commentaires dans un futur proche, puisque effectivement c'est quand même quelque chose d'assez assez troublant qui se fait prendre un petit peu les doigts dans le pot de confiture là, à la part de nos amis de Google. Alors j'ai pas lu là non plus, je précise bien ce qui était donné dans la vidéo, c'était l'indication que les temps avaient été accélérés. Voilà, ça au moins c'était annoncé, mais effectivement on va décortiquer ça. On va décortiquer ça, mais c'est quand même ça serait quand même un peu dommage de la part de Google de s'être fait prendre lamentablement comme ça. Continuons un petit peu sur nos choses. Et on a souvent parlé ces derniers temps d'agents et du fait que ces agents pouvaient changer plein de choses et pouvaient permettre de faire des choses avancées, en ce sens de dépasser les limites que pouvait avoir un LLM en faisant collaborer plusieurs choses, et pouvait par exemple, donnant à un agent la capacité à aller consulter une API pour répondre à une question et réinjecter des choses complémentaires dans un contexte. Et tu as dégoté un post avec pas mal de ressources sur ces agents, justement. Et si vous avez envie de passer votre mois de décembre à tester un agent par jour, c'est possible. Je ne pensais pas que la liste était aussi importante. Là, il y a 20 références. Donc, alors, les plus connues, les premières étaient AutoGPT, Baby AGI, et puis Microsoft Research a sorti récemment AutoGen, mais là on a une liste de 28 références, donc ça montre que le sujet est assez bouillonnant, qu'il y a beaucoup d'initiatives là-dessus. Je pense que c'est encore vraiment quelque chose de pas utilisable en production, ne vous lancez pas avec des projets en prod autour de ça, parce qu'il y a vraiment un côté incontrôlable de ces agents qui décident des actions qu'ils vont faire. On parle souvent du React. Alors, un petit coucou à nos amis du JavaScript, mais ça n'a absolument rien à voir. React, c'est Reason. Donc, l'agent vraiment fonctionne en deux temps. Et c'est vraiment la partie la plus impressionnante, c'est la partie raisonnement, parce qu'on peut la voir dans les logs souvent. Et on se rend compte qu'il y a vraiment des phrases qui apparaissent dans le langage naturel et qui expliquent où l'agent explique ce qu'il va vouloir faire. Donc
voilà, on fera un épisode, on va vous faire un épisode sans doute bilan 2023, perspective 2024. Ça sera sans doute l'une de mes grosses perspectives 2024, cette idée d'agents de plus en plus autonomes. J'ai envie de dire, parce qu'on a essayé de construire des choses comme ça, ne faites pas faire à un agent quelque chose que vous n'auriez pas été capable de faire vous-même. Ça me semble être déjà le premier préalable, entre guillemets. Nous, on a construit un petit agent l'autre jour là, qui permet d'interagir avec pour faire de la recherche justement d'informations pertinentes sur des entreprises et de pouvoir un peu trouver des secteurs d'activité. C'est-à-dire de donner une liste d'entreprises et effectivement ça n'est pas quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire nous-mêmes en allant chercher la description qui ressort en googlant les noms, mais au final cette logique d'agent qu'on va retrouver dans LangChain un petit peu, qui est de faire collaborer différents et d'orchestrer différents LLM pour les faire travailler ensemble, est quand même un truc qui est assez impressionnant de ce point de vue-là et je vois la liste, il y a quand même une liste assez colossale de ressources là-dedans. Alors, certaines qui doivent se recouvrir énormément, parce que tu as beaucoup de choses qui sont sur le fait de faire de l'automation, tu as beaucoup de choses qui sont sur le fait d'aller faire des choses là-dessus. Et alors, ce qu'il y a d'assez marrant, ça revient sur justement quand j'écoutais là, sur Amazon Reinvent, où il disait que Amazon Q avait une logique d'agent où on pouvait lui dire de construire un LLM, de lui demander de spécialiser un LLM en parlant à Amazon Q, quoi. Donc c'était quand même des trucs où là on va se retrouver avec des agents qui créent des agents presque à un moment donné. Donc ça va commencer à être un petit peu la mise en abîme de LLM, et ça va être quelque chose d'assez impressionnant. Ben dis donc, c'est encore bien chargé cette histoire de LLM, on s'ennuie pas, Paul, là-dessus. Jérôme, pour revenir à nouveau, on va revenir dans l'actualité. Je devais y aller et j'ai malheureusement dû déclarer forfait. Mardi dernier se tenait le DBT Meetup à Paris. Tu y es allé et ça t'a permis de voir finalement deux approches radicalement différentes vis-à-vis de DBT, puisque... Pas vraiment relativement différente, mais un peu différente. Disons, effectivement, il y avait deux retours d'utilisateurs. Le premier, c'était Carrefour, qui utilise dans deux services différents d'ailleurs DBT, et qui nous faisait un peu un retour sur ce qu'ils avaient fait. Eux, ils sont partis sur DBT Core, et ils ont mis en place tout un système assez complexe pour pouvoir le mettre en œuvre. Et en fait, c'est vrai que notamment, en fait, ils utilisent un cube. Ils ont essayé plusieurs trucs, soit d'utiliser la commande avec un bash operator qui était bien mais pas satisfaisante, et notamment qui se calait pas assez. Et ils ont utilisé un Kubernetes operator, et en fait ce qu'ils font, c'est qu'ils décomposent vraiment leur workflow. J'ai l'impression qu'ils le font tourner. Ce que j'ai compris de tout ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils font tourner table par table et qu'ils ont un suivi de chaque opération, ce qui leur permet facilement de faire rejouer des parties de ça. Ils ont aussi une sorte de mécanisme de templating qui leur permet en fait d'écrire ils écrivent visiblement un template de projet DBT ou de top DBT, et ils sont capables avec leur opérateur de le décliner, par exemple par zone géographique, par pays ou par élément, ce qui leur permet de décomposer en fait le problème, visiblement décomposer le travail et pas de traiter tout en une seule fois, quoi. Ouais, mais de toute façon, tu sais, c'est un sujet qu'on commence à voir apparaître dans le DBT, qui est comment est-ce que j'ai de multiples projets DBT qui sont indépendants des autres, avec donc il y a des plugins là qui permettent de faire ça, avec le fait de dire finalement j'expose un modèle d'un projet qui devient une source dans un autre projet. Et donc à ce moment, ou qui est simulé comme étant un modèle dans un autre projet, donc ça me permet de décomposer par bloc fonctionnel, donc on va avoir ce côté un peu data mesh.
Ça, c'est un sujet qu'on commence à voir apparaître parce que effectivement, quand tu commences à avoir des centaines de modèles dans un projet, ça devient super compliqué à faire tourner. Alors le fait, on voit souvent d'ailleurs le fait que les gens fassent de l'Airflow ou des choses comme ça, on sent bien que des features natives de DBT, ils les laissent de côté pour utiliser celles d'Airflow et utiliser plutôt le DAG d'Airflow que le DAG de DBT pour faire les exécutions. C'est un peu ça en fait. Alors je sais pas s'ils ont autant de projets qu'ils ont de tables, de choses comme ça, mais en tout cas ils les exécutent table par table. Alors je sais pas si on peut faire demander une exécution partielle en DBT, ça j'ai pas creusé. Si tu peux faire, en fait le truc à faire, c'est tu fais des groupes fonctionnels et tu mets un tag sur ce groupe fonctionnel. Et donc tu vas te retrouver avec 3 ou 4 modèles qui sont le même produit data, le même truc insécable. Et ceux-là, tu les exécutes ensemble. Mais voilà, en fait, ils font ça typiquement au niveau de la table et en gros, typiquement, en suivant le DAG. Il faut qu'ils gèrent le cycle de dépendance, c'est super compliqué, quoi. Oui, alors il y a du Airflow pour suivre le tout. Ils ont du Airflow et puis ils ont une sorte d'application, je crois que c'est dans Looker, où ils ont tout un dashboard de suivi où ils peuvent voir tous les erreurs, les échecs, les succès, le nombre de tables qui a échoué par rapport aux autres, pouvoir relancer, et puis ils peuvent relancer comme ça en fait un bout du DAG s'il y a une table qui a planté. Et ils ont vraiment pris un workflow. En fait, leur grand principe, c'est un peu, ils ont une sorte de pipeline donc qui se fait, et à chaque fois qu'ils ont produit une étape, ils testent l'étape avant de passer à la suite. Ouais, alors ça c'est effectivement l'avantage de ce truc-là, de ce mode par table, c'est qu'effectivement tu peux faire des conditions d'exécution de la suite que DBT n'offre pas nativement. C'est-à-dire que DBT n'offre pas la possibilité de dire est-ce que je continue ou est-ce que je continue pas en fonction d'un taux d'erreur ou des choses comme ça. Voilà, donc il y a ça. Donc en fait leur principe c'est qu'ils font des tâches atomiques. Donc en fait typiquement elles font un truc, chaque tâche ne fait qu'un truc pour pouvoir être atomique. Donc il va construire une table par exemple ou une vue. Elles sont idempotentes, donc ils ont vraiment un mécanisme où chacune des tâches en fait peut être rejouée autant que tu veux, le résultat sera le même si ça a été passé ou si c'est patiemment passé. Et voilà. Et en fait ils vont pouvoir comme ça décomposer. Donc c'est vraiment Airflow qui va piloter leur DBT et qui va remonter toutes les informations. Donc après ils ont un super beau graphique, un véritable tableau de bord pour voir ce qui se passe, pour avoir une vision de où ils en sont et autres. Et ce qu'il y a de très certain, c'est que l'outil DBT est super puissant, permet de faire plein de choses, mais il arrive avec une certaine dose de complexité quand tu dépasses les exemples, comme souvent, hein, quand tu dépasses la vision idyllique qui est montrée dans les exemples fournis avec le projet. Et dès lors que tu commences à avoir des dépendances un peu complexes, des choses comme ça, et que tu veux pouvoir fonctionnellement séparer les choses, ça devient un petit peu compliqué à faire tourner, ça requiert un petit peu de travail là-dessus. C'est d'ailleurs pour ça que nous, dans l'implémentation qu'on fournit à nos clients, on a rajouté, alors ça marche pas avec toutes les targets en termes de sources de données, en termes de data warehouse, mais ça marche avec quand même quelques-unes. On a rajouté Elementary Data Report, EDR, qui permet de tracer les erreurs, de pouvoir voir quel modèle a fonctionné, pas fonctionné lors des exécutions beaucoup plus facilement que juste d'avoir l'output de DBT sur lequel on peut avoir quand même un petit peu de limitation en termes d'utilisation, quoi. Donc, mais bon, c'est à la taille d'une boîte comme Carrefour, ça a dû être un beau challenge de faire tourner tout ça quand même. Ouais, après c'est pas toute la boîte, c'est deux équipes et qui ont deux approches similaires, mais qui sont dans un cadre un peu différent. Non, mais même sur un sous-secteur de Carrefour, je veux dire, évidemment, c'est pas l'échelle totale de Carrefour. Mais voilà. Après, il y en a même qui sur un sous-secteur, c'est déjà des boîtes d'ampleur. Ah bah, tu m'étonnes. Ouais. Et puis il reste de la donnée. Hein. C'est des millions de lignes, voire plus. C'est vraiment impressionnant.
Et je crois qu'ils ont aussi quand je disais ils ont le taux de panne, ils peuvent avoir le nombre de lignes, je crois. Je sais plus si c'est le nombre de tables, non, ils doivent avoir le pourcentage de lignes qui est en échec, des choses comme ça. Oui, c'est ça, puisque je sais pas s'ils font du DBT test, tu vois, s'ils enchaînent des trucs finalement à faire DBT test sur le modèle. Ils font tourner le modèle, ils font le DBT test a posteriori sur ce qui a été généré, et donc derrière tu récupères le DBT test. C'est le test est bon si ça renvoie 0 ligne, si ça renvoie plus de 0 ligne, c'est une erreur, quoi. Et donc tu as cet indicateur qui existe, mais DBT arrive déjà avec pas mal de choses out of the box en termes de capacité à faire tourner de manière sélective les modèles. Ouais, je pense qu'ils s'appuient là-dessus et qu'ils le pilotent par Airflow, en fait. Mais on voit bien que quand les gens savent faire du Airflow, ils ont une certaine tendance à vouloir faire tout ce qui ressemble à un DAG à l'intérieur de Airflow. Ça, c'est une certitude, quand bien même ils sont avec des produits qui pourraient très bien résoudre le problème nativement. Mais bon, c'est une position comme une autre. Voilà, et puis sinon, il y avait un autre interlocuteur qui était Decathlon, et eux, ils ont utilisé DBT Cloud. En fait, DBT Cloud, l'idée c'était de simplifier la vie. Ouais. Et voilà, donc ils ont vraiment l'injection, le machin, tout est piloté, et pareil, ils en sont très contents. Je pense que l'avantage pour eux, c'est que ça a permis de pas se soucier, en fait, de beaucoup moins avoir à se soucier du run. Et puis après, ils ont une structure assez classique. C'est comme tous les systèmes. Tu as tes sources, ton staging, ton intermédiaire, tes martes, tes bitriques et autres. Et voilà, je simplifie. Je résume énormément les présentations. La structure de Decathlon, à mon avis, se prête plus à utiliser DBT Cloud pour pouvoir constituer ça. Sachant que je crois que Decathlon, ils sont avec une target qui est BigQuery, c'est ça de mémoire. Alors, Carrefour était aussi BigQuery et Looker. D'accord. Decathlon, je sais pas si j'ai gardé. Je crois que chez Decathlon, l'infrastructure classique est sur AWS. Non, là c'était du S3 Glue et du Databricks. Ah ouais, d'accord. Donc c'est un truc un peu particulier chez Decathlon. Attends, tac. Ouais, ils ont du Redshift. Ouais, ils ont en fait, il est présent à 2 endroits. Il y a un truc plus gouvernance, il y a un truc plus. Ouais, ils ont une stack où tu as du DBT Cloud qui va piloter la transformation qui va de Databricks vers Redshift et qui alimente Tableau. Ouais. Et puis une autre où il est plus où c'est piloté par Airflow. Et puis il y a du DBT, mais comme il y a du Python, du PySpark et des trucs. Et puis là, ils vont vers un peu n'importe quoi. Et je pense qu'ils nous parlaient plutôt de la première stack, ça qui est vraiment sur DBT Cloud. Ceci dit, je crois qu'ils ne s'interdisent pas d'utiliser le core s'il faut, ou à terme, en fait. Je pense que l'avantage de passer par le cloud, c'est que ça permet de gagner en maturité. Enfin, de ne pas avoir besoin de maturité, ça t'accélère. C'est évident. Voilà, t'accélères, c'est évident. C'est évident. Et de toute évidence, face à ces problématiques, l'utilisation d'un service cloud, c'est pas moi qui vais dire le contraire, permet quand même de se débarrasser d'un certain nombre de problématiques et de se dire finalement je me force à rentrer dans la pratique et le bon fonctionnement du cloud provider, enfin du service provider, pardon. Et puis, je me structure autour de ça, plutôt que l'inverse, qui est la première démarche, où tu fais rentrer le produit en disant « ce produit-là, on va l'utiliser comme nous, on aime bien utiliser des choses pour avoir le niveau de maîtrise qu'on a envie d'avoir ». Donc, c'est vraiment 2 approches un petit peu opposées par rapport à ça. Une consommation d'un service et plutôt l'implémentation d'un service soi-même. Donc, c'est vraiment qu'on retrouve, de toute façon, c'est un débat qu'on retrouve à plein d'endroits différents. Cool. Et il n'y avait pas une petite partie annonce, peut-être que tu étais plus... Après, il y avait une partie plus annonce, présentation, des nouveautés et autres. J'avoue que j'ai moins suivi. Qu'est-ce qui... En gros, si j'ai bien compris, la partie lineage est mieux. Enfin bon, c'est des petites innovations.
Ouais, c'est à la marge, quoi. Ouais, après c'est peut-être important pour certains, mais je t'avoue que je les ai pas retenus. J'avoue que j'étais un peu fatigué, donc finalement c'est plus c'est plus l'aspect meet-up, enfin rencontre après qui m'a vraiment intéressé. Mais bon, après les présentations étaient bien, hein, mais oui. Et d'ailleurs, par contre, dans les discussions après, j'avais l'impression que pour beaucoup, ils ont l'impression que Redshift est en train de se faire abandonner pour soit Databricks, soit... Ah ouais. Attends, c'était quoi ? C'était soit Databricks... Soit Snowflake, non ? Soit Snowflake, voilà. En gros, ça a l'air d'être un peu le truc, la cible actuellement. J'ai l'impression qu'Amazon a loupé le coche avec l'histoire. Ils sont arrivés un peu tard avec le Redshift serverless et que le ticket d'entrée du Redshift où il fallait pré-provisionner a un peu mis en disgrâce Amazon de ce point de vue-là. Puis c'est vrai que la facilité d'utilisation de Snowflake, alors je connais moins Databricks, parce que j'ai pas utilisé Databricks dans un passé très proche, mais la facilité d'utilisation, ce côté extrêmement serverless et tout ça est quand même un truc qui est non négligeable pour pas mal de gens, hein, donc c'est évident. Et puis ça se prête bien avec ce genre d'outils d'orchestration à côté, quoi. Ouais, après tu peux avoir un biais, c'est-à-dire que les gens dans les meet-ups, c'est ceux qui sont sur les trucs vraiment les plus hype et autres, et tu peux avoir ça, tu peux avoir cet effet-là, hein. Parce que c'est vrai que DBT c'est sympa, tout le monde pourrait dire c'est le truc moderne et machin. Moi là, cette semaine on m'a parlé de DataStage, je sais pas si vous connaissez celui-là. C'est pas tout à fait pareil. On n'est pas tout à fait dans le même espace temporel, si je puis dire, Jérôme. Non, on est dans le présent, si, on est dans le même espace temporel, simplement il y a des gens qui font ça. Et j'ai vu une très 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 belle stack sur DataStage. Mais écoute... Et derrière, ouais. En véhicule ancien, c'est pas parce que t'as pas de GPS que le véhicule ancien n'est pas chouette. Hein. Ah, et puis il y a le GPS, hein, t'inquiète pas. C'est le GPS de l'époque, mais t'as tout ce qu'il faut pour faire du suivi. Non, c'est peut-être pas sexy, mais en fait, c'est... Enfin, tu sais, finalement, comme on dit, rouler en ancienne a du charme. Hein. Non, mais tu sais, en fait, surtout, j'ai vu Matillion est assez moderne, assez bien considéré, mais en fait, tu vois, DataStage, c'est pas si différent. Non, c'est clair. C'est pas si différent, c'est des boîtes que tu assembles, c'est un peu pareil, ça fait des traitements, à la fin, ça fait des traitements dans ta base de données. On est clair. Bon, voilà. On n'a pas inventé grand-chose de nouveau. Après, tu as effectivement des outils qui sont un peu plus légers à implémenter, qui sont un peu plus flexibles. Oui, non, mais je dis pas. Gros mastodontes. Je dis pas. Et puis, on va pas perdre de vue quand même le ticket d'entrée financier d'un DBT, c'est absolument pas le même que celui d'un DataStage. Oui, ça, j'imagine bien. J'imagine bien. Et puis, tu as DBT Core. Ce tout petit détail qui peut jouer un petit peu sur l'adoption quand même. Oui, mais tu vois, en fait, pour parler de la différence de perception, c'est que j'étais à un meet-up DBT où les gens étaient là. Ah ouais, il y a encore des gens qui utilisent Redshift. Oui, c'est parce qu'ils sont en train de migrer vers Snowflake ou vers. Oui, non, mais ça. Et à côté de ça, j'avais un gars. Comment ça on est les premiers clients qui demandent des DataStage et tout le monde n'a pas DataStage, tu vois. C'est le grand écart. Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, chacun est persuadé que son écosystème est celui que tout le monde utilise. Et voilà. Et c'est tout. Et faut pas que les faiseurs de TL anciens le prennent mal. Mais je suis pas certain que les gens en Corée du Nord se disent qu'il leur manque des trucs. Hein. Si, parce qu'ils viennent nous les piquer, mais... Non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, mais je suis d'accord, mais... Quand t'es né dans DataStage et qui fait ce que tu dois faire dans ta société, et ben à un moment donné, tu te dis... Pourquoi j'aurais besoin d'un autre truc ? Pourquoi je vais aller chercher autre chose ? Ouais, et puis ils ont un truc efficace qui marche parce que les gars, ils brassent, je sais plus, mais des chiffres, c'était 500 millions de lignes par jour, quoi. Enfin, pour certaines tables. Et puis je pense que quand tu as des environnements simili Mindframe pour lesquels ces choses-là ont été prévues au départ,
Alors, leur stack, c'est marrant. Le truc, il fait qu'à un moment donné, il marche mieux qu'un outil moderne qui n'a pas du tout été prévu pour ce type d'environnement. Ah bah là, leur truc, il est assez marrant parce que ils sont quand même assez modernes. C'est-à-dire qu'ils ont un data stage qui est on-premises. Leur base de données, c'est du DB2 sur le cloud. Et c'est sur le cloud IBM. Tu peux avoir du DB2, tu peux même avoir une instance gratos si tu veux jouer avec, pour développer en fait. Pour développer, ouais. Et c'est une version un peu machin, et voilà. Et donc c'est assez marrant. Et puis ça traîne. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils ont le traitement qui est aujourd'hui encore en on-premise, c'est les données qui sont sur le cloud. Donc ce qui me fait dire que le data stage, c'est possible que les traitements, il va pas charger les données lui, il va plus faire un peu comme DBT et Matillion, c'est-à-dire piloter la base. Enfin, j'imagine ça parce que sinon, ce serait extrêmement coûteux d'aller tout charger. Ouais, c'est clair. Sortir tout ça du cloud pour le mettre chez eux, pour pouvoir le réinjecter, enfin, ce serait un peu lourd. Ouais. Ouais, c'est évident. Parce que pour moi, c'est ça l'intelligence d'un DBT ou d'un Matillion, c'est qu'en fait, il fait pas de traitement, c'est juste un pilote. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est ça. Le truc, il ramène pas la donnée chez lui, comme peuvent le faire certains ETL un peu anciens, mais il exploite la puissance du moteur. D'ailleurs, nous, on voit les runners que l'on a pour faire tourner des tâches DBT, c'est 3 fois rien de CPU et très peu de mémoire, puisque c'est juste un process qui fait des appels d'API vers les systèmes. Ce qui fait qu'il peut tourner n'importe où et les données sont ailleurs, et en fait il n'y a pas ces problématiques. Il y a vraiment et c'est pour ça qu'en fait ils font que du T en fait finalement. Ouais. Enfin il y a alors DBT ne fait que du T, mais les autres ils font du load, mais le load il est vraiment c'est je charge et puis ou je décharge, enfin où j'extrais, mais c'est vraiment juste une opération en bout de course, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, tout à fait. Quand on parle de DBT, toutes ces choses-là, le sujet de la data quality est jamais très très loin derrière. Et comme je dis souvent, si vous n'êtes pas encore posé des questions quant à la data quality, c'est que vous êtes encore aux prémices de votre voyage dans la data. Et c'est un petit article qui dit mais why data quality is hard. Et je trouve cet article assez bien écrit et il reprend les points majeurs qu'il y a autour de ce sujet de data quality et il le prend justement en ayant comme exemple les captures d'écran que l'on a à l'intérieur. Ce sont des modèles DBT, donc pour illustrer les choses. Et il dit le premier sujet, c'est que trouver un problème autour de la data, c'est super difficile. Le détecter, c'est super difficile. Et donc typiquement, quand vous faites un modèle DBT, vous avez mis des tests sur votre data. Est-ce que déjà vos tests sont exhaustifs ? Est-ce qu'ils sont... Et puis monitorer ça, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, Jérôme, sur le fait de dire, tu as plein de modèles qui s'exécutent. Monitorer quel modèle a commencé à avoir des problèmes et à détecter des problèmes de data et arrêter toute la chaîne, c'est un truc qui n'est pas forcément évident. Et moi je dis souvent sur cette histoire de data quality, c'est clairement à quel moment une défaillance de qualité de données sur une colonne impacte tout le monde ou n'impacte qu'une seule personne ou qu'un seul projet dans l'organisation. Vous pouvez avoir une table qui soit sur 9 colonnes sur 10, ok, et donc qui fasse que 3 services qui utilisent cette table utilisent ces 9 premières colonnes qui sont ok, et vous avez un service qui utilise la 10e colonne qui, elle, a une défaillance. Et vous n'allez pas considérer que toute la table est foutue, parce que vous avez une majorité de gens pour qui c'est encore bon. Donc c'est un peu la complexité qu'il y a là-dessus. Et aussi derrière, c'est de dire,
Comment est-ce que derrière je comprends mon problème de qualité de données? Comment est-ce que je fais? Est-ce que par exemple, si j'ai la possibilité de faire des snapshots de base de données, est-ce que je suis capable de rejouer mon process en mettant ma base de données sur un timestamp précédent? C'est-à-dire que c'est un petit truc qui dit là voilà, typiquement on utilise le time travel feature de BigQuery qui permet de faire la même requête en se mettant sur un timestamp plus ancien, pour pouvoir voir à quel moment à quelle version les choses ont commencé à foirer. Je ne vais pas vous faire tous les points un par un, mais il y a clairement quelques tips, surtout si vous utilisez du DBT, notamment dans la config des tests, de pouvoir dire dans vos tests, sur tel test, je vais stocker les défaillances que j'ai constatées. Sur tel test, je ne vais pas les stocker. Alors, comme je vous disais, nous, on utilise, en complément de DBT, on utilise Elementary Data Report, qui permet de faire des choses. Donc, petite lecture assez intéressante, assez rapide, mais assez intéressante, et avec quelques ressources, notamment le fait de dire comment vous pouvez utiliser Great Expectation pour pouvoir coder des tests qui tiennent la route avec votre DBT, comment est-ce que vous pouvez faire de l'observability, justement ce que je disais avec Elementary, et puis bien sûr le gars il dit of course Datadrift, puisqu'il est de Datadrift, celui qui a écrit cet article. Donc c'est assez intéressant si vous êtes dans ce sujet, vous êtes confronté à comment est-ce que je vais mettre sous contrôle ma data, parce que souvent c'est une question quand même que les gens posent. Nous on sait qu'on a eu un gros client pour lequel la question qu'il disait, c'était les métiers lui remontaient, on n'a aucune idée de savoir si la data est bonne ou pas. Donc comment est-ce qu'on fait pour mettre un niveau de contrôle suffisant sur cette data et en faire quelque chose sur lequel on puisse savoir si c'est bon, si c'est pas bon, de savoir dans quelle mesure c'est pas bon. Et ça, finalement, c'est le truc important de ce point de vue-là. Voilà. J'imagine, Jérôme, que c'est des trucs que toi, tu vois un petit peu quand tu es face à des problématiques de connectivité, de remonter ces problèmes de qualité, de choses comme ça. C'est des choses que tu vois ou... Alors, on voit ça. Nous, on a botté en touche dans le sens où on a fait appel à un ami. Donc plutôt que de gérer nous-mêmes la data quality, on s'intègre avec des outils dont c'est le rôle. Et on va récolter en fait la synthèse, donc alors pas juste un oui non, mais un petit peu plus détaillé quand même, les éléments clés quoi, et qu'on va pouvoir importer, donc qui seront directement accessibles dans le catalogue, avec effectivement un indicateur genre c'est bon, c'est pas bon, enfin une sorte de note, et puis après une page où tu as un détail avec les différents éléments importants, et ensuite ils peuvent aller dans l'outil Data Quality pour aller dans le détail fin. Donc c'est un peu comme ça qu'on fait, ce qui fait ce qui nous permet de ne pas avoir à nous poser ces questions-là, parce que ça fait déjà des questions. C'est vraiment compliqué en fait. Comme c'est un sujet à part entière. C'est un sujet et c'est une expertise en soi, donc voilà. Et donc l'avantage qu'on a, c'est que on s'intègre avec tous les outils qui existent plutôt que d'avoir le nôtre. Ouais. Donc c'est pas idiot. C'est pas idiot d'être collecteur d'informations sur les autres pour pouvoir... c'est notre cœur. En fait, on se centre sur le cœur du métier qui est vraiment le catalogue, la découvrabilité, la marketplace qui va arriver. Donc en fait, ce qui est un peu ça, quoi, c'est vraiment la partie gouvernance, communiquée, découverte et autres. Et la qualité est importante, mais en fait, il y a des gens qui font ça mieux que nous, donc autant profiter de leur travail et travailler avec eux que de travailler contre eux. Cool, excellent. Messieurs, on a un petit peu été plus long que ce qu'on avait imaginé, mais c'était prévisible. Ça va nous obliger à n'avoir qu'un épisode pour 2 semaines. Et on espère que vous avez passé un bon moment avant l'épisode qui marquera vraisemblablement la fin d'année. Et ce sera le clap de fin de cette année 2023 pour le Big Data Hebdo, le prochain épisode que vous entendrez. Messieurs, dites-nous où est-ce qu'on peut vous retrouver. Jérôme, à toi. Moi sur Twitter X,
sur Blue Sky et sur Mastodon. Et pour les 3, mon handle c'est Jérôme avec un X après le J, donc JXEROME. Et puis sur Mastodon, il faut préciser le serveur en plus, c'est framapiaf.org. Excellent. Et toi, Paul, dis-nous où est-ce qu'on peut te suivre ? Alors j'espère faire un ou deux vraiment derniers épisodes du LinkedIn Live Global AI Community France, un épisode certainement sur PG Vector qu'on a évoqué aujourd'hui. Excellent. Et une autre extension pour les embeddings, et puis toujours sur le Slack du Big Data Hebdo. Et pour ma part, vous pouvez continuer à me suivre sur les réseaux, notamment sur X et sur Blue Sky sous le handle VHE74. Mais bien sûr, toujours sur le Slack du Big Data Hebdo, qui est finalement l'un des meilleurs endroits pour me retrouver. Chers auditeurs, chères auditrices, on espère que vous avez passé un bon moment à écouter cet épisode et on vous souhaite de passer un bon moment avec vos données d'ici le prochain épisode. À très vite. Salut. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce Big Data Hebdo jusqu'au bout. On vous serait reconnaissant de nous noter sur vos apps de podcast et d'abonner 2 de vos amis. Un grand merci à Maxence Lecointe qui a composé et enregistré le générique de ce podcast. Retrouvez-le sur le Slack. À très vite.